Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Amandine, je suis enseignante en Auvergne, donc en plein milieu de la France pour ceux qui ne situent pas. Voilà. Je suis aussi profession maman maîtresse sur Instagram et sur Facebook. Je ne sais pas si on m'entend bien. Très bien. Merci. Donc voilà, moi j'avais choisi d'animer un atelier qui me tient à cœur, la classe dehors. Voilà, c'est une pratique que je fais depuis 2 ans. Mais je trouvais ça important déjà pour commencer de poser une définition de la classe dehors. Alors je pense qu'il y a autant de classes dehors que d'enseignants qui font classe dehors. Voilà, je vais essayer de vous faire une définition un petit peu large de la classe dehors, puisque c'est vrai qu'en fonction de votre pratique, on n'aura peut-être pas tout à fait la même définition de la classe dehors. Évidemment, pour moi, la classe dehors, c'est faire classe en dehors des murs de la classe, pas forcément en dehors des murs de l'école. Je peux faire classe dehors dans la cour, c'est quand même de la classe dehors. Mais le fait de ne pas être physiquement dans l'enceinte de la classe, voilà, ça devient de la classe dehors. Aller au marché, faire une activité mathématique par rapport à la pratique du marché, c'est de la classe dehors. Aller prendre des photographies pour en faire des problèmes, comme j'ai pu voir un super atelier, c'est aussi de la classe dehors. Ramasser des déchets, c'est aussi de la classe dehors. Donc voilà, des pratiques, ça on en reparlera un petit peu après. Mais il y a vraiment des pratiques très variées et il n'y a pas qu'une seule façon de faire classe dehors. L'idée étant de s'approprier le principe de la classe dehors, commencer peut-être par quelque chose qui est facile pour vous, qui vous convient, et après en fait s'approprier la démarche et oser de plus en plus en fonction de son ressenti, de comment on se sent sur cette pratique-là et aussi avec sa classe. Parce qu'évidemment on ne va pas proposer les mêmes choses en début d'année qu'on va proposer en fin d'année quand on aura un groupe bien rodé, qu'on connaît bien, que le lieu où on choisit de faire classe dehors est quelque chose de connu. Voilà, cette pratique va évoluer au fur et à mesure de l'année, de la météo et aussi du temps qu'on y accorde. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, tu fais classe dehors, c'est facile, tu habites en Auvergne. L'Auvergne, pour ceux qui connaissent, donc, voilà. L'Auvergne, c'est une région qui est assez verte. Moi, j'habite même l'Allier, donc c'est une région où il y a la forêt de Tronchet pour ceux qui connaissent, les volcans d'Auvergne, voilà. Donc forcément, on va me dire, oui, mais c'est plus facile, toi, tu habites dans un lieu qui est vert. Alors, faire classe dehors, ça ne veut pas forcément dire faire classe dans la forêt, ni faire classe dans un espace végétalisé. Faire classe dehors, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire classe dehors. C'est pas parce qu'on habite dans un endroit où finalement il y a peu de végétation, peu d'arbres, qu'il n'y a pas des choses à observer. Des insectes, il y en a partout, des oiseaux, il y en a partout. La nature, elle est partout. Même ici où il y a plein d'espaces bétonnés, voilà, il y a quand même des espaces de nature. Juste avant de passer sur la suite, je voulais vous parler un petit peu de mon parcours personnel en fait. Ce sera peut-être le même pour vous, puisque c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je me suis lancée en classe dehors après le confinement. En fait, c'est une pratique que j'observais depuis très longtemps chez les Suisses, dans les pays scandinaves. Voilà, je trouvais ça génial et voilà, je me disais un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, mais eux, c'est facile, ils ont des lacs, ils ont des forêts, plein d'excuses en fait. Et du coup, en fait, le confinement, voilà, on n'est pas sortis. Hein. Bon, je l'ai peut-être mieux vécu que certains qui habitaient dans les appartements, parce qu'en étant à la campagne, c'était peut-être plus facile pour moi. Mais au deuxième confinement, quand nous, on continuait à aller à l'école et que les enfants ne pouvaient pas sortir de chez eux en dehors du fait d'aller à l'école, je me suis dit non, mais il faut vraiment se saisir du truc, en fait. Il faut qu'ils puissent continuer à marcher, il faut qu'ils puissent continuer à bouger, à découvrir un petit peu ce qui se passe autour d'eux, même sans leur famille, même en étant à l'école. Je trouvais que c'était quelque chose d'important et du coup, c'est là que je me suis dit il faut se lancer. De toute façon, il faut essayer. Au pire, ça ne marche pas. C'est pas grave, je vais essayer autre chose. Mais bon. Après, l'idée, voilà, c'est d'essayer régulièrement et de ne pas se décourager parce que la première séance de classe dehors que vous allez faire, ça va peut-être pas être celle que vous aviez rêvé, idéalisée, parce qu'on a toujours parfois tendance à vraiment idéaliser, à suivre des gens sur les réseaux. Ah, mais ces séances, elles se passent toujours bien et la mienne, elle a complètement foiré. En fait, c'est pas grave. Il faut analyser et puis se ressaisir. Alors du coup, je suis partie un petit peu des questions que j'ai reçues sur la publication sur Instagram pour créer un petit peu cet atelier aujourd'hui. Je voulais partir un petit peu des avantages et des freins de la classe dehors. Voilà, parce que moi, j'y trouve beaucoup d'avantages,
mais certains vont y trouver beaucoup de freins. Donc j'ai essayé d'un petit peu de synthétiser ce qui pouvait vous freiner ou freiner dans le fait de se lancer, mais ce qui pouvait aussi être un moteur, un vecteur pour démarrer au niveau des avantages. Évidemment, la classe dehors, forcément, on est dehors, donc il y a forcément un impact physique sur les enfants. Je parle bien d'enfants et pas d'élèves, et c'est volontaire. Voilà, quand on pratique la classe dehors, on va... je veux dire, le fait de se déplacer, de marcher, forcément, on est dans une pratique sportive. Donc le fait de... moi, par exemple, quand je sors en classe dehors, je me rends dans un bois, je suis une école en ville, et on a un petit bois à 2 km de l'école. Donc tous les vendredis après-midi, en fait, on fait 2 km aller, 2 km retour. Donc déjà, tous les vendredis, 4 km de marche. Évidemment, rapidement, on se rend compte que la marche, ils marchent plus vite, ils sont moins essoufflés, ils râlent moins, ils ont moins mal aux pieds, etc. Donc déjà, physiquement, on sent que ça leur a fait du bien. Au niveau du stress, tout le monde sait que le fait d'être dans la nature, se reconnecter à la nature, c'est quelque chose qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment. Tout cet espace bétonné, on se rend compte que finalement, il faut peut-être revenir un petit peu aux sources et revenir à la nature. Le contact des arbres, le bruit des oiseaux, le fait de prendre le temps de se mettre un peu sur pause, d'arrêter de courir toute la journée après le temps, ça diminue le stress. Donc, ça diminue le stress de l'enseignant, évidemment, ce qui n'est pas négligeable. Et ça diminue aussi le stress dans la classe. Le climat de classe est beaucoup plus apaisé. En fait, il y a une espèce de coopération qui se crée, une entraide entre enfants. L'idée, c'est vraiment d'être en classe, mais sans la classe. Comment dire, certains enfants, le fait d'être dans une classe physique, c'est très stressant pour eux. Et en fait, ils vont être très agités, un petit peu perturbateurs. Et en fait, le fait d'être dehors, on n'est plus vraiment à l'école, et rien que ça, du coup, c'est très rassurant pour eux, et ils ont complètement une autre posture. On les voit complètement différemment. Aussi, pendant le trajet, ça nous permet de discuter avec les petits parleurs. On peut aller parler de tout et de rien, mais ça va être des moments langagiers qui sont hyper riches, parce que je vais pouvoir savoir, avoir des informations vraiment sur les élèves, voir un petit peu leur façon de parler, alors qu'en grand groupe, ils n'osent pas trop prendre la parole. Là, on est rangé, je vais me placer à côté de lui, on va discuter. Ça va me permettre peut-être d'aborder des notions un petit peu au niveau du lexique, savoir un petit peu si la syntaxe est bonne, etc. Et puis, en fonction des activités que je vais pouvoir proposer, ça va permettre aussi de définir les caractères de chacun. C'est vrai que, par exemple, si je propose une activité, je ne sais pas, de cabane coopérative, on se saisit de ce qu'il y a autour de nous et on décide de faire ensemble des groupes autonomes. Et chacun va construire sa cabane. On se rend compte que des fois, celui qui va apparaître comme il faut donner qui va donner un petit peu la solution, la technique pour réussir à attacher les branches entre elles, c'est pas forcément l'élève qui va être le leader de la classe. Et du coup, ça crée d'autres interactions entre élèves qui sont du coup très intéressantes. L'élève qui n'est pas très scolaire, mais qui à un moment donné arrive à briller parce qu'il a des savoirs qui sont plutôt manuels, il va aussi trouver sa place dans la classe dehors. Et évidemment, classe dehors, ça pourrait se rejoindre avec l'atelier de maîtresse écolo de tout à l'heure. Classe dehors, évidemment, il y a un volet écologique qui est fort. Moi, j'aime bien dire que respecter la nature, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Je peux dire à mes élèves, oui, c'est important de respecter la nature, mais en fait, s'ils ne le vivent pas, s'ils sont jamais au contact de la nature, à part en photo, concrètement, ils vont s'en ficher. Jeter un papier par terre, pour eux, ça leur évoquera rien. Alors que si toutes les semaines, on a pris l'habitude d'aller se poser, prendre le temps, se relaxer dans la nature, travailler dans la nature, du coup, ils auront plus envie d'en faire quelque chose de bien parce qu'ils se rendent compte qu'elle est à tout le monde et qu'il faudra la choyer. Alors, les freins qui pourraient apparaître quand on veut démarrer en classe dehors, le premier, moi, qui a été un peu le cas pour moi en tout cas, c'est le fait d'oser. J'ai fait très attention à la façon de m'habiller. Je me suis dit, ne mets pas de fleurs, pas de trucs qui font un peu baba cool, parce que je me suis dit, tous les gens qui vont venir me voir vont peut-être se dire, ah, elle est hyper baba cool, elle fait classe dehors, ils vont écouter les petits oiseaux chanter, elle travaille pas. Du coup, dans le fait d'oser, en fait, la posture de l'enseignante, je me dis, si par exemple, on arrive dans une école, peut-être on n'osera pas faire classe dehors, parce que les collègues vont dire, ah, mais elle, le vendredi après-midi, ils font rien, en fait, ils vont se promener. Et peut-être certains parents aussi, du coup, vont se dire ça. Alors que c'est vrai, quand on est un petit peu posé dans une école, on va se permettre plus de choses. Mais en fait, c'est vraiment une erreur de se dire oui, en fait, j'ai peur de ce que les gens peuvent penser de moi. Puisque si à la réunion de rentrée,
vous prenez le temps d'expliquer, montrer, surtout si vous avez déjà démarré, vous pouvez montrer des photos ou montrer des photos d'autres collègues qui ont démarré finalement. Et si en plus vous utilisez l'application Classly, vous allez poster des photos de ce que vous faites l'après-midi et du coup les parents ils vont bien se rendre compte que non, vous n'êtes pas juste allé écouter les petits oiseaux, ramasser 3 brindilles et vous êtes rentré en classe. Alors pour information, moi j'avais un CE1, CM2 cette année, donc avec des savoirs quand même, voilà, je les envoyais au collège pour certains et au CE1, bah voilà, on est quand même sur des compétences voilà, encore fortes hein, pour poser les bases. Après voilà, ce que je trouvais important aussi, quand on fait classe dehors, c'est par moment aussi être capable de se dire, voilà, j'avais prévu un programme, j'ai tout bien calé, tout bien préparé, mais en fait, il s'est passé quelque chose, j'ai besoin de m'en saisir. Je peux pas voilà, le fait de faire classe dehors, voilà, il faut vraiment être adaptable. Moi, j'ai mis flexible, mais alors voilà, on n'est pas obligé d'être en classe flexible pour faire de la classe dehors, même si je trouve que c'est extrêmement complémentaire. Mais voilà, il faut être capable de rebondir, de se saisir de ce qui va se présenter à nous. Et puis parfois, il y a aussi le facteur météo. Bon, j'avais par exemple prévu une séance où voilà, il faut être un peu assis, etc. Bah, il se met à pleuvoir. Oui, mais c'est vendredi après-midi. Vendredi après-midi, c'est classe dehors. Bah, c'est pas grave, j'ai toujours un petit panel d'activités à proposer. Forcément, il faut que j'adapte ma séance. Donc voilà. C'est vrai que si on est quelqu'un qui a besoin d'un cadre très très rigoureux pour se sentir bien, ça peut au début en tout cas freiner, mais ça peut aussi aider à faire évoluer sa pratique et sa posture de classe. La météo, alors ça c'est quelque chose qui est énormément revenu dans les commentaires sur la publication de la météo. Moi j'aime pas le froid, j'aime pas quand il pleut. En fait pour moi la météo c'est absolument pas un frein. En Auvergne il fait souvent très froid. L'hiver il y a un froid sec. Il pleut hein, l'automne comme partout quoi. Et en fait la météo voilà c'est pas un frein. Ce que j'explique aux parents d'élèves c'est que ce qui est un frein c'est pas la météo, c'est la tenue qui est inadaptée pour la météo. Donc moi je leur propose toujours en début d'année, j'ai fabriqué un petit mémo que j'ai plastifié avec un petit aimant derrière. Ils le mettent sur le frigo et puis en fonction de la météo voilà il faut adapter la tenue et le sac qu'on emmène en classe dehors que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà, à partir du moment où on a une tenue adaptée, il n'y a pas de mauvaise météo. Des fois, même trop chaud, c'est pas forcément mieux que trop froid. Donc, alors, il y a un petit cadre administratif à poser, mais finalement qui est très léger. Voilà, souvent, on se fait une montagne de oui, il faut que j'en parle à mon inspection pour être sûr que j'ai le droit. Non, pas du tout. En fait, pour sortir en classe dehors, c'est comme pour sortir en sortie scolaire. On fait une demande d'autorisation à sa direction, donc soit une demande d'autorisation régulière ou occasionnelle. Moi, par exemple, j'y vais toutes les semaines, donc c'est une autorisation de sortie régulière. Mais si vous souhaitez y aller que ponctuellement, voilà, vous en faites une occasionnelle. Vous la donnez quelques jours avant votre sortie à votre direction, avec le nom des accompagnateurs si vous en avez et le lieu où vous vous rendez. J'ai repris un petit peu le taux d'encadrement. Donc à l'élémentaire, on est sur du 1 pour 12 et 1 pour 8 à la maternelle. À savoir que si vous êtes en proche école, vous pouvez sortir seul avec votre classe. Et donc là, je me suis rapprochée de mon inspection pour être sûre de ne pas vous dire une bêtise. Et voilà, qu'est-ce qu'on appelle proche école ? Pour moi, 2 km, c'est proche école. Voilà, parce que 2 km, c'est à peu près 20 minutes de marche. Pour moi, je suis proche. Je vais à la piscine, j'y vais seule, c'est proche. Donc on m'a dit, en fait, il y a une espèce d'interprétation voilà, qui peut être faite sur le proche école. Bon, évidemment, si vous me dites 5 km, là, on n'est plus dans du proche école. Mais voilà, 2 km, on est encore dans du proche école. Bon, après, il est sûr que c'est toujours confortable de partir à 2. Un souci, un accident, quelqu'un qui se blesse. Vous tombez, ça peut aussi arriver. Voilà, c'est plus simple d'être à 2. Mais il ne faut pas que ce soit un frein. Moi, je suis déjà partie plusieurs fois seule. Quand les enfants, de toute façon, connaissent le chemin, connaissent la route, enfin, je veux dire, vous pouvez même vous mettre en fin de rang, ils savent faire, et après, ils ont l'habitude, voilà. Il ne faut pas que ce soit un frein, parce que ça, c'est quelque chose que j'écoute souvent. Oui, mais j'arrive pas à mobiliser des parents pour nous accompagner, ils doivent poser des jours, du coup, sur une année scolaire, s'ils doivent poser des demi-journées toutes les semaines, ça fait beaucoup. Voilà, il ne faut pas que ce soit un frein, puisque si vous partez proche, ou vous pouvez même juste aller dans votre cours, il n'y a pas besoin d'accompagnateur, vous êtes quand même dehors. Alors, au niveau de la mise en place, moi, je conseille quand même d'avoir une pratique régulière, puisque plus vous allez être régulier dans votre pratique, plus les automatismes vont se créer, la mise en place du groupe va se créer, ils connaîtront le trajet, ils connaîtront le matériel à installer quand vous arrivez, les rituels seront posés. Moi, j'aime bien faire un petit rituel d'observation quand on arrive.
pour que voilà, ils aient le temps de se reconnecter à la nature avant qu'on parte en activité. Et en fait, voilà, si vous partez par exemple, je ne sais pas, toutes les 2-3 semaines, vous trouverez toujours des excuses en fait pour pas y aller. Ah mais aujourd'hui il pleut, ah mais ce matin j'avais pas fini la séance de maths, ah mais c'est bientôt la kermesse, il faut que je révise la danse. En fait, vous trouverez tout le temps des excuses. Alors que si c'est calé dans votre emploi du temps, vendredi c'est classe dehors, même si vous faites varier, moi je fais varier ce que je fais le vendredi après-midi. En fait, d'un vendredi après-midi à l'autre, je fais jamais exactement la même chose. Mais du coup, je sais que le vendredi après-midi c'est classe dehors. Les rares fois où ça m'est arrivé de ne pas y aller, au conseil d'élèves, première remarque, quand est-ce qu'on retourne en classe dehors? Voilà, c'était assez parlant. Donc le fait d'avoir une régularité, évidemment, pour avoir des bénéfices physiques sur le stress, tous les avantages que j'ai pu vous sortir tout à l'heure, ça marche que si on y va régulièrement. Si vous faites 5 sorties classe dehors dans l'année, oui, c'est de la classe dehors, mais du coup, vous aurez un mini intérêt de la classe dehors. Vous n'en tirez pas tous les bénéfices et c'est dommage. Ce qui est important, c'est que moi j'aime bien aller toujours à peu près au même endroit, parce que du coup les élèves connaissent le lieu, connaissent les limites du déplacement, et ça c'est clairement la première chose que je fais quand on arrive. Je rappelle les limites du déplacement. Le but c'est pas qu'ils soient cloisonnés dans un tout petit espace, il faut quand même qu'ils aient un espace de liberté pour pouvoir se mouvoir correctement, mais ça je le rappelle systématiquement. On est dehors, d'accord, mais on se déplace en sécurité et je ne vais pas au-delà de la limite qui est définie par l'enseignant. Et la chose qui est très très importante, et encore plus que quand on est dans une classe, c'est le fait de repérer les lieux avant, mais comme vous le feriez tous de toute façon pour une sortie scolaire, et le fait de bien préparer son matériel en amont. Parce que si j'ai oublié du matériel, je ne vais pas refaire 2 km pour retourner à l'école. Attendez, j'ai oublié mes fiches plastifiées que j'avais préparées, tant pis. C'est oublié, c'est oublié. Voilà, là on n'a pas la souplesse de dire j'avais oublié de faire 3 photocopies, j'envoie un élève les chercher, là c'est fichu. Alors, je veux bien les travailler dehors, mais qu'est-ce que je fais dehors? En fait, dehors, on peut tout faire. Tout faire. On peut faire des mathématiques, de la mesure, du calcul, du dénombrement, du français. Alors, les premières séances que j'ai faites en classe dehors et qui sont vraiment très faciles à déployer, ce sont les séances de lecture. Voilà, une lecture, chacun amène un petit livre, il lit tranquillement, une lecture offerte, parler, se lancer sur un débat à partir d'un livre. Réviser les mots de la dictée. On amène juste une ardoise, des Woody, et hop, on révise les mots de la dictée, on se les dicte par deux. Enfin, il y a plein de modalités qui sont possibles et ça, c'est très facile du coup pour se lancer. Ça demande quasi aucune préparation matérielle. De la grammaire, quand je prépare des petites bandes d'analyse de phrases, en fonction de, on va déterminer, je ne sais pas, un gland, ce sera le verbe. Donc on crée la fiche commune et puis hop, ils vont analyser leurs petites phrases avec le matériel qu'on a trouvé dehors. Inutile d'amener le matériel de grammaire dehors, le matériel de numération, il n'y a aucun intérêt. S'il faut amener le chariot avec le sac à dos, dans ce cas, restez en classe, clairement. De la conjugaison, en passant par le corps, avec des cerceaux, en sautant par exemple dans la bonne terminaison, de la poésie, par exemple découper la poésie en plusieurs morceaux, aller la répartir dans les bois. Il faut qu'ils rassemblent tous les morceaux et ensuite ils les remettent dans l'ordre. Ils s'entraînent à réciter la poésie. Des sciences, évidemment, par l'observation du vivant, l'observation des végétaux. La nature, elle va évoluer au fur et à mesure de l'année, elle va évoluer au fur et à mesure de la météo. Donc ça aussi, il faut s'en saisir, évidemment. Des arts, du land art, du sport, bien sûr. De l'EMC, moi je termine toujours ma séance de classe dehors par le conseil d'élèves. Voilà, c'est le petit rituel avant de partir à l'école. On fait le conseil d'élèves, on donne nos petites gratitudes, on dit ce qu'on a aimé, ce qui nous a fait du bien, les choses qui sont moins bien passées, les projets, etc. Et après, voilà, on repart dehors. On repart à l'école, pardon. Voilà, donc là, en fait, j'ai mis quelques exemples d'activités que j'ai pu faire cette année en classe dehors et l'année dernière. Donc là, c'est une activité de conjugaison où dans chaque cerceau, il y avait des terminaisons. Là, j'avais mis une petite aide pour les élèves un peu plus en difficulté, donc avec la fleur de conjugaison. Et donc là, sur mon dé en mousse, en fait, je reprends les différents pronoms personnels. Chaque élève recevait une petite carte avec un verbe à l'infinitif. Il devait, en courant, aller la poser le plus vite possible dans la bonne terminaison. Là, par exemple, on a une activité mathématique. Donc, les CE1 étaient sur une activité de partage, alors que mes CM2 étaient sur une activité de fraction. Voilà. Là, donc, par exemple, l'outil que j'adore vraiment en classe dehors, c'est la loupe, le petit pot loupe. Voilà, observation du vivant. Donc, ce qui était intéressant aussi, c'est que le lieu où on va, il y a un petit cours d'eau.
Et là, en fin d'année, avec la canicule, du coup, les têtards qu'on avait pu observer auparavant étaient morts. Donc, élaboration d'hypothèses, pourquoi est-ce qu'ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'eau. Donc vraiment, voilà. En fait, la séance, ça a été du spontané, quoi. Il a fallu se saisir de ça, ils étaient là, ils étaient morts, il fallait s'en saisir. Et voilà, on a regardé le stade de développement, etc. Ils avaient des pattes, pas de pattes, on en était où? Donc là, ça, c'est une séance de mesure où mes CM2 étaient en train de calculer l'air à partir d'un pavage. Donc la petite carte était prête, et donc après, il fallait qu'ils déterminent le calcul de l'air. Une séance de Land Art, et donc la fameuse séance là, que je disais tout à l'heure avec l'analyse de phrases à partir d'un album qu'on avait lu ensemble. Donc voilà, l'analyse de phrases où là on voit cette même technique qu'on peut aussi utiliser du coup pour décomposer et recomposer la numération. Je prépare mon affiche, on se met d'accord sur quel symbole correspond à quelle nature, et après on analyse, chacun part avec sa petite phrase, voilà. Ici, par exemple, c'est quand j'avais mes élèves au CP. Donc, il fallait partir dans l'espace dans lequel on évolue et chercher un objet, quelque chose qui commence par la lettre déterminée. Voilà, qui commence par le son de la lettre déterminée. Donc voilà, tout à l'heure, on parlait de météo. Météo, voilà, il pleut. C'est vendredi après-midi, c'est jour de classe dehors, donc je vais dehors. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais clairement pas proposer quelque chose où je vais être assis, par exemple le pavage, ça va finir en gadou, on laisse tomber. Mais par contre, du coup, j'ai toujours mes super loupes dans mon cartable. Là, c'est le moment de les sortir, il pleut, parce que du coup, il va y avoir énormément de vivants qui va pulluler de partout. Il faut s'en saisir, il faut observer, compter le nombre de pattes, pourquoi est-ce qu'il est fait ainsi, est-ce qu'il va plutôt vivre dans la terre, sur la terre, etc. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'hypothèses qui peuvent être émises, voilà. Après, ça peut être aussi, je vais proposer une séance de sport. Voilà, si on est dans un lieu qui est vraiment pas trop... voilà, s'il pleut, mais de façon correcte, on peut proposer aussi une séance de sport. Le fait de bouger, ils n'auront pas froid. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, je voulais vous proposer du coup le cartable de mes élèves. En fait, le vendredi matin, mes élèves arrivent avec 2 sacs. Leur cartable, qu'ils utilisent donc le matin jusqu'à 11h45, jusqu'à l'heure de la cantine. Et le sac de classe dehors qu'ils déposent directement dans mon bureau de direction. Et comme ça, au moment où on part, on récupère juste le sac de classe dehors au moment après la cantine. Donc toutes les semaines et en fonction des saisons, ça va un petit peu évoluer. Évidemment, vous imaginez bien qu'il n'y a pas et le bonnet et la casquette en même temps. Donc une gourde, un imperméable. L'imperméable, c'est tout le temps parce que même s'il fait beau, bon voilà, on n'est jamais trop prudent. La casquette, le bonnet si c'est l'hiver, les bottes ou une paire de chaussettes de rechange. Si toutes les familles n'ont pas les moyens de fournir une paire de bottes, moi, ce que je leur propose, c'est au moins de fournir une paire de chaussettes de rechange. Et des gants, donc gants en laine quand c'est l'hiver, ou juste les gants de nettoyage. Tous les ans, on fait l'opération Nettoyons la nature. Ils nous fournissent des kits avec des gants, et ça, on les garde toute l'année. Donc comme ça, si sur notre trajet, il y a vraiment trop de déchets, et les enfants, du coup, sont en demande, aujourd'hui, il y a des canettes partout, est-ce qu'on peut les ramasser? Évidemment, je vais pas leur dire, non, c'est pas Nettoyons la nature, on arrête, stop. Évidemment, le but, c'est qu'ils soient sensibilisés à tout ça. Donc ça, on les a toujours dans le sac de classe dehors. Mon sac à moi, que j'aime bien appeler le sac de Mary Poppins, vous comprendrez pourquoi, parce qu'il y a à peu près tout dedans. Mais c'est un sac de taille tout à fait standard. C'est pas genre le gros sac à dos de « je suis partie faire l'armée ». Non, c'est un sac standard. Voilà, vous voyez ma corpulence, il n'est pas très très lourd, donc ça va. Dedans, je mets de la crème solaire. Voilà, en tout cas pour la période 5, il y a de la crème solaire. Des lingettes toujours, parce que là où je fais classe dehors, il n'y a pas de point d'eau, ou pas de point d'eau suffisamment propre pour que je puisse y tremper mes mains si j'ai besoin, parce que j'ai les mains sales. Les loupes, évidemment, un indispensable. Les gants, donc comme je vous disais tout à l'heure, les gants pour ramasser les déchets, manipuler certaines choses qui peuvent être un peu, parfois, qui pourraient répugner certains élèves. Des sacs poubelles, toujours, au cas où si nous, on produit des déchets ou si on ramasse des déchets. Des ardoises. Alors, ceux qui me suivent savent que je préfère les ardoises sans bord parce que du coup, ça me permet d'en faire des sous-mains. Sans bord, c'est plus pratique pour manipuler. Voilà. La trousse de secours, bien sûr. Alors, petit bonus, quand on va dans les bois, toujours avoir un tire-tic dans sa trousse de secours et un aspi-venin. Voilà. L'aspi-venin, c'est un indispensable. Piqûre de guêpe, voilà, je sais pas, une petite vipère, on ne sait jamais. Ça m'est jamais arrivé, mais je préfère être prévoyante. Des hoodies,
J'ai pas d'action chez Stabilo, mais c'est vrai que j'aime bien le fait de pouvoir effacer voilà, sans l'emballage plastique autour. Une bouteille d'eau qui sera collective et des gobelets, parce qu'on a toujours des élèves qui oublient leur sac et qui oublient la gourde. Donc toujours des gobelets et une bouteille d'eau. Évidemment, le cahier d'appel avec les numéros d'urgence. Moi, je ne pars pas avec toutes les fiches d'assurance. Voilà, je les ai scannés sur le téléphone et ça m'évite de les prendre. Par contre, j'ai la petite fiche récap que peuvent fournir tous les directeurs à partir de 11 ou les numéros à contacter en cas d'urgence. Voilà. Évidemment, avec la trousse de secours, si j'ai des élèves qui ont un PAI, évidemment, je l'emmène avec moi. Ça, faut y penser. Et c'est vrai que ça m'était arrivé une fois et voilà, ça peut être gênant. Donc, également, le petit bonus, moi, que j'utilise pour un petit confort, on va dire, collectif. J'apporte des plaids quand c'est l'été pour qu'on puisse s'asseoir dehors pour les moments de phase collective. Mais par contre, l'hiver, je n'utilise plus de plaids parce que vous comprendrez facilement pourquoi, l'humidité, etc. J'utilise des bâches. Je n'utilise pas les bâches l'été parce que ça colle, c'est insupportable. Mais par contre, l'hiver, voilà, j'utilise des bâches. Comme ça, au moment où on est en conseil d'élèves, personne ne me dit « Ah non, j'ose pas m'asseoir, c'est sale ». Voilà, on est tous assis dessus, c'est confortable. Même si après, rapidement, le fait de s'asseoir par terre, directement au sol, en fait, vous vous rendrez compte que c'est plus un problème. Si vous-même vous asseyez par terre et que c'est pas un problème pour vous, en fait, par mimétisme, ça deviendra quelque chose de normal pour eux. Alors, je voulais vous proposer une petite bibliographie, notamment moi, qui m'a aidée à me lancer. Pour moi, c'est clairement la Bible sans l'école à ciel ouvert. C'est voilà, un ouvrage qui reprend plein d'idées d'activités. Pareil, je n'ai pas d'action, je n'ai pas participé à sa conception, hein. Mais qui reprend plein d'activités sur les différents cycles. Bon, c'est un ouvrage suisse, mais bon, ça ne change pas grand-chose. En fait, il y a plein de parallèles qui sont faits avec la France. On y retrouve des activités sportives, des activités musicales, voilà, de l'art, des sciences. Enfin, voilà, c'est très complet. Au début, c'est vrai que quand on se lance, on ne sait pas trop comment se lancer, on ne sait pas trop quoi faire. Et d'avoir un ouvrage qui reprend un petit peu des choses, c'est rassurant. On se dit, au début, je vais essayer ça. Après, vous verrez, moi, très rapidement, je m'en suis finalement très vite détachée. Parce qu'après, j'ai réussi à construire mes séances en fonction de ce que je voulais faire et parce que j'avais réussi à me créer des automatismes grâce à cet ouvrage. Un autre ouvrage qui est sympa aussi, mais qui est plus sur des compétences, on va dire, de la vie de tous les jours, un petit peu secondaires, pas vraiment scolaires, c'est l'école de la forêt, où là, il y a tout un côté survie, fabriquer du feu, fabriquer des petites maisons pour les lutins, voilà, plutôt un côté technologie, voilà, qui peut être complémentaire de celui-là. Ça peut servir, on ne sait jamais si un jour ils font Koh-Lanta. Celui-là que j'ai acheté dernièrement qui était pas mal, qui propose vraiment un axe sur toute l'année scolaire en fait. Il développe un projet sur toute l'année scolaire, mais d'un point de vue plutôt scientifique. Donc si on a envie d'axer ça plutôt sur un côté scientifique, l'observation du vivant, cet ouvrage-là, avec toutes les compétences des programmes, est pas mal. Et après, voilà un petit peu de littérature de jeunesse que moi j'ai bien aimé, voilà, qui m'ont servi d'amorce, par exemple pendant les conseils d'élèves, pour faire un petit peu réfléchir les enfants. J'ai bien aimé Le Grand Ménage. En fait, voilà, ce petit blaireau, il a envie de tout bétonner parce qu'il est maniaque du ménage. Et du coup, il veut tout bétonner. Mais en fait, il se rend compte qu'en bétonnant tout, il a perdu l'essentiel. En fait, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. Donc, à la fin de l'histoire, c'est carrément la situation inverse. Il veut tout revégétaliser. Et c'est vrai que du coup, ça permet d'ouvrir un petit peu la discussion avec les élèves, surtout quand les cours d'école sont malheureusement toujours trop bétonnés. Donc, est-ce que c'est bien finalement d'avoir du béton partout? Voilà, on amorce plein de discussions et les enfants sont très sensibles à tout ça et ils aiment bien. Enfin, c'est vrai, souvent les animaux, ça leur parle beaucoup et c'est plus facile de rentrer avec ça. Ensuite, il y a les ouvrages bien évidemment d'Olivier Talek qui sont très sympas aussi, qui permettent voilà, de parler de la nature, le fait qu'elle appartient à tout le monde, l'identité, en fait ça prend voilà, vraiment beaucoup de thèmes à travers la nature. Et celui-là que j'adore vraiment beaucoup, qui est La légende du colibri. Et je pense qu'on est tous un petit peu des colibris. Le colibri, voilà, dans cette histoire-là, en fait, il y a le feu dans la forêt et les animaux fuient, sauf lui. Il essaye d'aller chercher de l'eau avec son petit bec dans la forêt. Au début, les autres se moquent un peu de lui. Et puis finalement, ils se rendent compte que c'est lui qui a raison. Si tout le monde fait l'effort, un petit geste chacun, en fait, à l'échelle de la planète, c'est beaucoup plus facile d'améliorer la vie de demain. Donc, comme on a quand même les citoyens de demain, les éco-citoyens de demain, je trouve c'est important voilà, que chacun prenne sa place et ait conscience que chacun a sa place à prendre. Un petit geste, plus un petit geste, plus un petit geste. Voilà, c'est l'école de demain.
si vous avez des questions. Alors, pour ceux qui souhaitent, je vous propose un petit mémo récapitulatif de tout ce que j'ai pu dire, avec la partie administrative, etc., les activités que vous pouvez proposer. Voilà, il est à disposition. N'hésitez pas.